C'était passionnant. Et en fait, quand j'ai découvert cette technologie, pour moi, c'était waouh, ça va tout changer. Et c'est pour ça que j'ai lancé Eva Engines, parce que j'avais vraiment la vision de la transformation de la mode. Honnêtement, je passais des nuits et des nuits à regarder mes datas pixel par pixel. Donc j'ai fait pas mal de démos, tu vois, de Eva Engines autour de moi. Et les gens ils me disaient waouh, c'est incroyable, mais comment t'as fait pour avoir les données ? Au lieu de me dire waouh, on t'achète ton software, ils m'ont dit ok, comment t'as fait pour générer ton dataset ? Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Ça dépend, tu vois, mais moi je me souviens que j'ai eu des modèles que j'ai entraînés pendant genre 1 mois et demi, tu vois. Du coup, en termes de taille de données, j'avais fait petit à petit, tu vois. Au début, j'étais partie sur 10 000. Après, petit à petit, j'étais arrivée à 100 000. C'est pas ridicule. Des fois, t'as des clients qui viennent nous voir où ils ont 100 ou 200 images, tu vois, alors que c'est vraiment des photos et il faut leur expliquer que ça va pas être suffisant. 10 000, vu le temps que ça peut prendre, c'est quand même déjà pas mal. Ouais, mais après, c'était toute une stratégie parce que on avait découpé les images, etc. Tu vois, on faisait du parallel computing sur l'inférence en découpant les images et en les reconstituant après pour aller plus vite. Bonjour à tous et bienvenue dans Pixel Perfect, le podcast 100% dédié à la computer vision. Je suis Pierre-Nicolas Tiffreau, CTO de Pixelia, une suite d'outils conçus pour faciliter la vie des ingénieurs en intelligence artificielle. De l'annotation au monitoring de modèles en production. Toutes les 2 semaines, je vous présente des entretiens exclusifs avec des figures clés de l'industrie pour discuter de leurs défis, de leurs succès et de la façon dont ils transforment le monde de la vision par ordinateur. Installez-vous confortablement, c'est parti. Salut Céline, merci de me rejoindre pour un nouvel épisode de Pixel Perfect. Comment tu vas ? Salut PN, ravie aussi d'être là et je vais très bien. Super, moi aussi, très bien. J'ai pas mal de questions à te poser aujourd'hui, et parce que tu as un parcours qui est un peu atypique, donc je vais me permettre de faire un peu l'intro et ensuite je veux bien que tu te présentes plus en détail, mais donc tu as d'abord fait les mines de Paris avant de monter une boîte en growth hacking, et ensuite tu as fait une entreprise qui s'appelle Eva Engines, puis aujourd'hui My Data Machine. Ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé dans le passage vraiment de l'ingénierie au marketing, puis de retourner à la tech, et si tu peux en profiter pour te présenter au passage, avec plaisir. C'est ça, écoute, en fait, pour te dire un peu le cheminement, au début j'étais passionnée par les maths et l'algorithmie. En fait, moi mon truc c'est l'algorithmie. J'adore tout ce qui est algorithme, voilà. Et j'ai découvert donc les maths, puis l'algorithmie, puis l'informatique, puis l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Ok. Et en fait, c'est des passions, quoi. J'adore ce sujet. Dans l'IA, j'ai vraiment commencé par plus la computer vision. Donc, ma première solution, qui était donc du growth hacking, effectivement, en fait, c'est venu juste d'exploration. Donc, j'explorais comment utiliser les algorithmes sur les réseaux sociaux. Ok. Et en créer pour finalement, au début, c'était juste pour moi, pour explorer. Et après, assez rapidement, j'ai eu des clients. Donc, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, j'arrive à générer de la valeur à partir d'algorithmes que je crée sur du growth dans les réseaux sociaux. Et du coup, quel type d'algo, du coup, à ce moment-là ? C'est déjà de la computer vision ou c'est vraiment du machine learning ou de l'optimisation Alors, c'était pas encore de la computer vision. D'ailleurs, j'avais créé la solution avant de vraiment diguer en tout cas, comme j'ai digué dans la computer vision. Okay. Donc non, c'était plutôt du marketing, donc cibler les bonnes personnes, réfléchir à des algorithmes pour les contacter, pour les interagir avec ces personnes-là, et ensuite driver ces personnes vers de l'achat sur des e-commerce. Et ça, c'est un sujet que j'adore parce qu'en fait, tout ce qui est connexion entre les gens, réseaux sociaux, groupes d'influence, etc., en fait, c'est un sujet que certaines boîtes, les GAFAM et tout, maîtrisent très bien. Mais finalement, on n'a pas tant d'accès que ça, en fait, en tant qu'utilisateur. C'est toujours très contrôlé, voilà. Et le fait de passer par les algorithmes, ça permet justement d'avoir plus d'accès à ça et de réfléchir à des stratégies de grosses qui sont passionnantes et qui aident
les marques. Et donc, en fait, au final, assez rapidement, j'ai eu des clients. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est possible de créer un software, d'avoir des clients. De zéro, et, quoi. Ouais, de zéro. Et du coup, d'être entrepreneur. C'était un peu le début. Mais c'est un sujet qui me passionne toujours. Et je reste toujours très attachée au gros marketing. C'est quelque chose que tu referais aujourd'hui en parallèle de ton activité, ou demain si tu relançais une activité, parce qu'en plus, que ce soit les algos qu'il y a derrière, le ciblage ou la publicité ou plein de choses, ça a énormément évolué depuis, sur les 6 dernières années. Ou est-ce que tu le laisserais justement aux GAFA, mais ça vaut plus trop le coup de le faire en indépendant aujourd'hui? Bah écoute, spoiler, j'ai justement créé une première offre là sur des workflows d'automatisation marketing, donc à suivre. J'ai justement là, j'ai animé un atelier cette semaine à la Fédération française du prêt-à-porter masculin pour des jeunes créateurs de mode, donc tu vois, des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas forcément le temps de tout faire. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux outils qui sont arrivés, qui sont encore plus intéressants qu'avant. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, avant, il y avait tous ces algorithmes que je faisais. Ensuite, il y a eu l'arrivée des antibots sur les réseaux sociaux. Et là, franchement, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, non, mais franchement, les antibots, c'est pas possible. C'est nos données et en plus, ils nous empêchent de faire ce qu'on veut avec. Donc, bon, ça m'a un peu énervé. Hein. J'ai failli démarrer une révolution là-dessus, mais bon, ok. Passons. Ensuite, je me suis lancée sur Eva Engines et du coup, j'ai pas continué ce projet. D'ailleurs, mes clients, ils étaient dégoûtés parce que ça répondait vraiment à un besoin. Du coup, c'est vraiment ces antibots qui ont mis fin, en gros, au projet parce que ça devenait trop dur t'étais trop dépendante de la plateforme et du coup, trop dur à contourner. Alors, j'aurais pu les contourner, les antibots, mais en même temps, j'avais envie de lancer Eva Engines. Du coup, j'ai choisi de délaisser ce projet-là pour me consacrer à Eva Engines. Et là, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles technos qui sont arrivées, qui permettent de faire beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant. Et donc, là, aujourd'hui, j'ai déjà une offre pour des petits créateurs d'entreprises, type freelance, ou bien des gens qui ont peu de présence sur les réseaux sociaux, pour justement leur permettre d'avoir comme un mini département de marketing digital. Donc ouais, c'est un sujet qui n'est pas My Data Machine, du coup. Là, on est déjà en train de parler de ton... c'est pas sur ton CV, quoi, encore. C'est ça, c'est pas sur mon CV, mais j'ai lancé... Du coup, j'ai créé un mini software là, qui est là-dessus, et je compte lancer une offre... pour l'instant, j'ai quelques personnes sur une petite offre, mais c'est un sujet qui me passionne, donc je vais avancer un peu là-dessus. Voilà. Trop cool. Et t'étais toute seule, associée sur justement cette entreprise de marketing, ou t'avais même une équipe J'étais toute seule. Et en fait, c'était quand j'habitais à New York. Du coup, là, je me remets dans le contexte, je me souviens. Et après, j'avais eu à un moment donc une stagiaire qui m'avait aidé un peu sur faire des presses commerciales, parce qu'en fait c'était vraiment des algos que je mettais sur des serveurs et je les faisais tourner, et les clients ils voyaient rien de tout ça, tu vois. Bien sûr, donc ouais, du coup j'avais eu une aide d'une stagiaire, mais c'est tout. C'était plus facile aussi pour passer à autre chose derrière, finalement, si c'était que toi, c'était une première expérience entrepreneuriale, ensuite fin d'un chapitre et tu passes à autre chose, quoi. Ouais, c'était une première expérience entrepreneuriale qui était même pas voulue. C'est-à-dire, je me suis pas dit, tiens, je vais lancer cette activité. J'ai créé ce software, j'en ai parlé à des jeunes créateurs de marques qui m'ont dit, mais je veux ce software. Je te paye. Et là, j'ai balancé un prix au hasard, tu vois, et je me suis dit, ils achètent. Bon, cool. Voilà. C'est ça. Et du coup, après, j'ai été en stage de recherche aux mines de Paris, en computer vision. Donc, avec vraiment des chercheurs sur un projet. Et fun fact, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un prof un prof chercheur aux mines Paris Tech qui bossait sur des GAN. Et qui m'a dit, je cherche un stagiaire pour générer des caractères, des faux caractères. Donc, comme si on avait une nouvelle langue par écrit. Et je lui ai dit, ouais, non, moi ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de générer des faux visages. Des visages de gens qui n'existent pas. Et 2 semaines plus tard, il y a Nvidia qui sort son papier de recherche sur This Face Does Not Exist, je crois que ça s'appelait comme ça. Ouais, parce que c'est un des cas les plus typiques des GAN au tout début, c'était de générer des visages en plus. Et donc, du coup, j'ai eu ce stage
parce que mon prof, il m'a dit, mais en fait, super bonne idée, on va le faire nous aussi. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à expérimenter les GAN en mode projet de recherche. Et j'avais fait un peu de computer vision avant, mais là, c'était un autre niveau. J'avais accès à des super GPU, des super... Ouais, et puis c'est pas faire du prédictif, quoi. Là, t'es vraiment plus sur faire du génératif. C'était les premiers trucs génératifs à l'époque, donc c'était quand même un peu niche, même au sein de la computer vision, quoi, finalement. Ouais, c'était très nouveau. Et c'était passionnant. Et en fait, quand j'ai découvert cette technologie, pour moi, c'était waouh, ça va tout changer. Donc, mon ancien projet de grosse, je me suis dit, en vrai, je vais me focaliser sur la computer vision et sur le generative AI. Et c'est pour ça que j'ai lancé Eva Engines, parce que j'avais vraiment la vision de la transformation de la mode. Mais entre-temps, j'avais aussi exploré la reconnaissance faciale. Du coup, j'avais fait un premier soft qui utilisait la reconnaissance faciale sur les mannequins. D'accord. On m'a souvent dit, mais pourquoi tu l'utilises pas pour la sécurité et tout ? Non, moi je me suis dit, les mannequins, c'est plus intéressant. Le marché est plus gros, ouais. Pas tout à fait, mais bon. En tout cas, ça, c'était du coup le premier software de computer vision que j'avais créé. Et après, j'ai lancé du coup le Generate, Eva Generate, qui crée des doubles digitaux avec des GAN, justement. Ok. Voilà, donc un peu pour dire. Et donc maintenant, la data. Finalement, la data, ça a toujours été très utile pour entraîner mes modèles. Et je trouvais pas de fournisseur qui comprenait mes enjeux. Voilà. Honnêtement, je passais des nuits et des nuits à regarder mes data pixel par pixel. Bah ouais. Ça, c'est pour clin d'œil pour le nom du podcast. Et en fait, même mon associé, il comprenait pas quand il me disait, mais tu te fais mal aux yeux. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, il faut quand même que je trouve quelqu'un pour m'aider, quoi, qui comprenne. Et là, j'ai trouvé mon associé actuel. On a recruté une première équipe de personnes spécialisées dans les images de mode. Et on a créé mon premier dataset en un temps record. Parce que j'avais pas la conscience qu'il y avait 25 personnes en train de bosser pour faire le dataset au début. Ouais. Mais en fait, ça demande pas mal de gens et une grosse orga. Et on a délivré ce dataset avec succès. Donc ensuite, on a... Qui était pour un client ou c'était pour toi, tu voulais construire ce dataset pour pouvoir le vendre à différentes personnes et qui l'utilisent, ou c'était déjà pour un client ou c'était mandaté Là, c'était pour moi. C'était pour toi, Eva Engines. Ouais. Et ensuite, j'ai montré... donc, j'ai fait pas mal de démos, tu vois, de Eva Engines autour de moi. Et les gens, ils me disaient, waouh, c'est incroyable, mais comment t'as fait pour avoir les données ? Au lieu de me dire, waouh, on t'achète ton software, ils m'ont dit, ok, comment t'as fait pour générer ton dataset ? Donc, je me suis dit, j'ai fait appel à mon équipe et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Donc, ensuite, j'ai eu des clients et la boîte, l'activité, elle a grandi vraiment de manière organique. Ok. Et donc, voilà pourquoi j'en suis arrivée à la data. Finalement, une boîte de service, c'est pas mal aussi. Voilà. Trop cool. C'est une stratégie différente, mais... Ouais, bien sûr. Et du coup, sur Eva Engine, est-ce que tu peux rappeler vraiment ce que tu faisais, pourquoi est-ce que tu avais besoin de construire ce dataset finalement ? C'était quoi l'applicatif ? C'était quoi la solution que tu vendais ? Ouais. Alors, en fait, sur Eva Engines, j'ai développé et commercialisé 2 softwares. Okay. Alors moi je sais pas pourquoi à chaque fois j'en fais trop, bref. Donc le premier software c'était celui qui utilisait la reconnaissance faciale parce qu'en fait la solution elle était prête et donc je me suis dit autant la commercialiser. Et le deuxième software qui générait des doubles digitaux de vêtements qui s'appelait Eva Generate avec des GAN, voilà. Et donc c'était pour ce software là que j'avais besoin de construire des datasets et ce qu'on faisait en fait c'était que la vision du produit, c'était demain, on n'a plus besoin de fabriquer des vêtements ou fabriquer des chaussures, fabriquer des sacs, fabriquer des produits avant de les vendre. La vision, c'était... Pour montrer à quoi ça va ressembler, pour faire les protos, quoi. Vraiment, exactement. Exactement, ouais, c'est ça. Et la vision, c'était de se dire, le client final, il va voir le produit en digital et il va se dire, ok, je veux l'acheter. Voilà. Maintenant, la première version du software qu'on avait fait, c'était... donc, une application qui te permettait de passer du dessin d'un produit à une visualisation, donc un double digital, avec des GAN. Et donc, tu pouvais choisir tes matières, tes couleurs, tes angles, trop etc. Et donc ça, c'était pour le premier but, finalement, de juste cette application, c'était d'accélérer le temps de conception.
des produits, les allers-retours. Donc, c'est une aide au niveau temps et puis aussi au gaspillage parce que finalement, les prototypes, c'est con quoi, d'avoir la matière à la jeter. Voilà, bon, c'était la première chose. Et donc, le dataset qu'on avait fait, c'était d'une part les dessins et d'autre part les doubles digitaux. Ok. Donc, on partait d'une photo de produit. D'un produit existant. D'un produit existant. Et donc, les équipes devaient dessiner des dessins techniques, d'une part, et ensuite des modèles 3D. Ok. Et donc là, c'est qui fait ça? C'est des designers, enfin, c'est des personnes qui du coup travaillent dans la mode et font ça, ou alors là, c'était vraiment tes équipes, parce que c'est en termes d'annotation et de création de datasets, c'est quand même ça demande des skills qui sont quand même pas communes, quoi, finalement. Et qui c'est qui fait ça? En fait, on avait recruté des designers fashion. Ok, ouais. Donc, faut savoir que donc ma boîte, My Data Machine, en fait, mon associé, il est indien. My Data Machine est basée entre l'Inde et la France. Et finalement, l'Inde, c'est un gros centre pour la mode. Donc, ok. Ouais, ce qu'on sait pas forcément, a priori. Enfin, c'est pas un fait... En tout cas, on a facilement trouvé des designers qui étaient partants pour faire ça et qui étaient formés sur les dessins techniques. Pour la 3D, c'était un peu plus complexe, mais on a aussi trouvé du coup des gens sur ce créneau-là. Ok, parce que de base, un designer, il va dessiner, faire des dessins techniques, ça c'est quelque chose qu'il va savoir faire, mais par contre, la modélisation, justement, c'est pas ça rentre pas dans sa fiche de poste, quoi. Enfin, ils vont pas jusque-là, derrière, ça va être de la production et de vraiment sortir un produit, quoi. C'est un métier qui connaît une grosse évolution. Ouais, j'imagine. Et à la base, tu vois, les designers un peu artistiques, ils font un croquis artistique, voilà. Ensuite, t'as les dessins techniques où vraiment tu vas, par exemple, mettre des pointillés là où c'est une couture versus un trait si c'est un pli, tu vois. Ok. Et donc, nous, c'était ça qu'on avait fait. Et ça, tous les designers, ils sont quand même plus ou moins formés là-dessus. Et après, t'as le design 3D, qui est quelque chose de plus récent. Et là, il y a moins de designers formés, mais c'est aussi un métier totalement en développement. Donc, ok. Et pour qu'on se rende compte, parce que déjà, combien de temps ça prend de faire un dessin technique, puis une modélisation 3D pour une data, quoi, enfin pour vraiment une pièce, et de combien d'images tu as besoin, enfin de combien de paires d'images plutôt tu as besoin pour arriver à créer un dataset qui te permet vraiment de faire le modèle que tu voulais? Ouais, ça dépend vraiment des vêtements. Il y en avait des plus ou moins complexes, mais je crois que de mémoire, ça commence à remonter un peu, mais je crois qu'on en faisait 3 dessins en 1 heure pour une personne. Et sur des dessins, sur des objets plutôt simples, tu vois. Après, ça pouvait monter sur plus de temps si c'était plus complexe. Et par contre, pour la 3D, c'était beaucoup plus long, mais on essayait de partir sur un modèle et ensuite le transformer. Donc, dur de donner une estimation vraiment par modèle, par image. Mais du coup, c'était un peu plus long, forcément. Disons que quand on parle d'annotation, souvent, ça revient faire des bounding box ou même des polygones, etc. Mais en 1 heure, tu as le temps de faire normalement quand même pas mal d'images suivant la complexité des objets, alors que là, vraiment, tu dois créer de la matière, quoi. Enfin, tu dois créer des images, donc ça paraît beaucoup plus compliqué, surtout si tu veux avoir des tailles de dataset assez conséquentes, quoi. Ouais, du coup, en termes de taille de données, j'avais fait petit à petit, tu vois. Au début, j'étais partie sur 10 000, après, petit à petit, j'étais arrivée à 100 000. Ouais, quand même. Ouais. c'est pas ridicule. Des fois, t'as des clients qui viennent nous voir où ils ont 100 ou 200 images, tu vois, alors que c'est vraiment des photos et il faut leur expliquer que ça va pas être suffisant. 10 000... vu le temps que ça peut prendre, c'est quand même déjà pas mal, quoi. Après, on avait aussi utilisé des stratégies d'augmentation de données, tu vois. En termes de coloris et tout ce qui est transformation, genre les flips, tu vois. Bien sûr. Donc, ça nous a aussi aidé, mais ouais, c'était une belle expérience. Et après, on a fait des datasets finalement beaucoup plus simples pour d'autres clients. Mais des fois, j'ai toujours des demandes très spécifiques aussi, et c'est pour ça qu'on vient me chercher. Ouais, parce que pour le coup, le use case que tu me décris là, je l'avais jamais entendu. Alors après, aujourd'hui, les GAN, finalement, ça s'est un peu fait remplacer par des technologies très récentes, plutôt de diffusion, et avec des modèles comme Midjourney, Sora, etc. Et du coup, est-ce que tu avais réussi vraiment à faire un algo génératif à base de GAN qui était assez satisfaisant justement pour vraiment générer des pièces qui étaient photoréalistes? Est-ce que c'était un work in progress finalement, parce que c'est quand même, c'est un projet qui est très compliqué à faire?
Où est-ce que tu t'es arrêté du coup Enfin, jusqu'où vous avez réussi à aller plutôt? Ouais. En fait, on avait ciblé certaines catégories de produits qui étaient faisables. Et donc, pour certaines catégories de produits, on arrivait à un résultat plutôt satisfaisant. Voilà. Après, le problème des GAN et de la génération d'images, mais même de la génération en général, c'est que, tu vois, c'est toujours relatif. Tu vois, t'as un super designer qui regarde tes photos, il va voir des trucs. Mais après, où est-ce que tu places le threshold? C'est subjectif, quoi. Ouais. Mais dans les AI génératifs, finalement, c'est souvent comme ça, en fait. T'arrives pas forcément à... Enfin, c'est... Bon, non, mais dans les AI en général. En gros, je pense tu vois, tu peux estimer à 90% que t'as un résultat satisfaisant. Donc, nous, on était sur certains types de produits, on était arrivé à ça. Donc, c'était une bonne nouvelle. Bah, ouais. Et après, sur certains autres types de produits, il fallait plus de données parce que... par exemple, tu vois, des vestes, etc. En fait, il y a beaucoup de détails. Ouais. Et du coup, il faut plus de données parce que il y a besoin de plus d'apprentissage. Donc, on avait le cas avec un client qui avait des bombers, tu vois. Donc, on avait fait une catégorie bombers et on arrivait aussi à des bons résultats. Voilà. Okay. Donc, je pense qu'en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'était comme on faisait en fait catégorie par catégorie en fonction des clients. On fait un fine-tuning et... Ouais, au bout d'un moment, si tu as déjà fait les bombers et que tu dois faire une deuxième fois des bombers, en fait, tu vas juste peut-être fine-tuner sur la patte du client que tu vas dessiner d'une autre manière, mais tu n'auras pas besoin de te refaire 5000 nouvelles vestes pour arriver à générer ça, quoi. Ouais. Et après, tu as aussi tout ce qui est variation, homogénéité, diversité du dataset de dessin, parce que tous les clients ne dessinent pas forcément pareil. Donc, on avait pris ça en compte, tu vois, à se dire, les traits doivent être... En fait, on avait fait plein de types de dessinateurs et on devait faire les traits, tu vois, des fois c'était 2 mm, des fois c'était 5 mm, du coup, justement pour faire varier les choses. Ouais, c'est presque comme du dessin industriel, quoi, finalement. Enfin, c'est vraiment... quand on dit dessin technique, c'est vraiment très technique. Ça suit un cahier des charges. Ouais, totalement. C'était un projet passionnant. Trop bien. Et du coup... un concept, je trouve, qui est apparu un peu plus récemment, parce que, comme tu disais, tout ce qui est génératif, en fait, l'évaluation, elle est subjective, donc c'était pas une évaluation, t'as pas de ground truth comme on peut avoir dans tout ce qui va être prédictif. Comment vous aviez vos propres benchmarks, vous aviez trouvé votre propre façon de faire des benchmarks avec, du coup, je sais pas, des évaluations à l'aveugle, tu fais voter plusieurs personnes, t'as une sorte d'aréna un peu des différentes versions de ton modèle pour savoir lequel va le mieux générer, un peu comme ce qu'on peut trouver aujourd'hui, mais finalement, il n'y a pas encore de solution, j'ai l'impression, qui est vraiment utilisée par tout le monde et qui est le standard. Comment vous aviez fait ça à l'époque? Ouais. Donc, on avait d'une part des experts. On avait des experts qu'on avait choisis. Donc, tu vois, qu'on avait choisi. Des personnes, par exemple, designers de mode, photographes. Des personnes qui font du dessin technique, donc des modélistes. On avait un benchmark de personnes qui nous faisaient leur retour sur les dessins, tu vois. Donc, et les dessins et les rendus finaux, d'une part. Et d'autre part, après, sur les modèles, c'était pas évident parce que, justement, oui, ce que tu dis, en fait, il y avait des modèles qui étaient plus performants sur certains types de produits et d'autres... ouais. Donc, c'est pas évident d'avoir des métriques objectives, du coup, de quel modèle je mets en prod, ou est-ce que je peux jeter l'ancien, ou est-ce qu'il faut... c'est vraiment ce nouveau modèle qui va marcher, quoi. Ouais, mais après on avait aussi mis en place des process qui venaient mixer donc les rendus des modèles avec de la computer vision classique. Enfin, en gros, on avait rajouté une couche de computer vision classique derrière. Donc, tu vois, avec pixel par pixel, etc. Vraiment du traitement d'image. Ouais, ok, on dit, ouais. Pardon, du traitement d'image. Et en fait, on venait combiner des résultats de GAN avec du traitement d'image, ce qui nous donnait les meilleurs résultats. Ouais, ce qui est pas étonnant, quoi, a priori. Ouais. Surtout que, comme en plus et en soi, nous on avait un peu la même formation, mais comme tu viens des maths, en vrai, le traitement d'image, c'est un peu le truc par lequel tu as commencé même avant le deep learning, donc normalement c'est quand même un domaine que tu maîtrises bien, et où aujourd'hui on a l'impression que l'IA c'est un peu la seule solution et tu fais rien autour, alors qu'en fait tu peux faire plein de techniques déterministes pour avoir le résultat que tu veux, quoi, finalement. Ouais,
Et oui, c'est ça, en fait. Moi, c'était un sujet que j'aimais beaucoup. Et on avait aussi toute une stratégie, tu vois, par exemple, le temps de chargement, parce que c'était long, tu vois. C'était une des questions que je voulais te poser aussi. Ouais. Pour l'inférence, du coup, j'y réponds en avance. Et en fait, on avait mis en place une stratégie où on avait des modèles qui généraient des images de moins bonne qualité. Okay. Et du coup, l'utilisateur était un peu biaisé parce qu'il voyait l'image, tu vois, de moins bonne qualité qui apparaissait en premier. Ensuite, une deuxième image d'un peu meilleure qualité. Et ensuite, la dernière image, tu vois. Donc, on était en 3 temps. Et là aussi, on avait des modèles. Et des fois, c'était un peu frustrant parce que l'image du milieu, elle était peut-être un peu mieux, mais elle était en moins bonne qualité, tu vois. Ça pouvait aussi arriver. Parce qu'en fait, t'as pas tout à fait la même... Enfin, t'as augmenté la résolution, mais t'as quand même généré des nouvelles parties de l'image, quoi, potentiellement des nouveaux artefacts. Et du coup, c'est un peu moins bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, c'était carrément des modèles différents. Donc, ah oui, ok, d'accord. Du coup, t'avais des petites différences. Tu vois, il y en avait un qui était meilleur sur, je sais pas, les couleurs vives, l'autre qui était meilleur sur les plis, tu vois. Donc, il y avait encore un gros travail à faire à ce niveau-là, je pense. Ouais. Mais bon, on arrivait quand même à un résultat, tu vois, satisfaisant. Donc, Trop bien. Et du coup, en termes de temps d'inférence et même de temps d'entraînement, après qui est très corrélé au hardware, surtout que c'était pas tout à fait le même qui est aujourd'hui, mais c'est quoi un peu les ordres de grandeur ? Alors, pour l'entraînement, si tu te rappelles, ouais. J'étais en train de me dire, ça fait longtemps que vous m'avez posé cette question, mais c'est super intéressant. Les ordres de grandeur, donc... Mais alors, déjà, ça dépend, tu vois, mais moi, je me souviens que j'ai eu des modèles que j'ai entraînés pendant genre 1 mois et demi, tu vois. Ah la vache, ouais, aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît dingue, quoi, mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait comme on pouvait, quoi. Ouais, et puis surtout, en fait, tu te dis, ok, super, Amazon, AWS me donne plein de crédits, mais en fait, t'as pas non plus accès à des centaines de machines avec des GPU. Et du coup, je me souviens surtout que j'avais des modèles en fait qui étaient en entraînement, mais dans des régions différentes du monde. Genre, j'utilisais tout ce qui était possible en termes de crédit. C'était toi qui prenais toute la capa GPU. Non, mais ce que je pouvais, du coup, j'avais un GPU dans la zone Pacifique, voilà, et je les laissais s'entraîner, tu vois. J'enregistrais des itérations, Ouais, bien sûr. Et donc ça pouvait mettre, tu vois, plusieurs semaines, 3 semaines, voilà. Et après, sur l'inférence, c'est plus rapide, hein, forcément. Mais c'était quelques secondes, tu vois. Ok. Ouais, ce qui est encore... c'est les temps qu'on a aujourd'hui. Tu parles à ChatGPT, ta réponse, tu l'as aussi en quelques secondes. Tu veux faire générer une image. Des fois, c'est même encore plus long, quoi. J'imagine que ça dépend de combien tu payes les différents outils, mais on n'est toujours pas sur des choses un peu comme les modèles prédictifs où c'est en dessous de la seconde, quoi. Bien en dessous de la seconde. Ouais, mais après, c'était toute une stratégie parce que on avait découpé les images, etc. Tu vois. On faisait du parallèle computing sur l'inférence en découpant les images et en les reconstituant après pour aller plus vite. Ok. Ouais. C'était... Et du coup, tu avais déjà plusieurs modèles à ce moment-là ? Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé ou entendu parler de GAN, donc Generative Adversarial Network, pour ceux qui sont nés après 2019. Comment est-ce que ça marche, le fait du coup d'avoir plusieurs modèles qui vont chacun... Parce que donc toi, derrière ta donnée d'entraînement, ça va être des sketchs complets, j'imagine, de pièces... qui sont donc entières. Comment est-ce que tu vas dire ce modèle-là, donc il va générer un peu telle partie de l'image ou des features ou comment ça fonctionne ? C'est l'entraînement en fait qu'on fait sur une partie différente de l'image. Donc en gros, faut que l'entraînement du modèle corresponde à ce que tu vas lui demander d'inférer à la fin. Donc effectivement, vu que on avait des parties de l'image qui étaient spécifique. On entraîne un modèle spécifiquement là-dessus, mais surtout, en fait, la partie où on découpait l'image, on avait aussi fait une approche où, en gros, c'était sur la partie computer vision finale. Enfin, je dis computer vision, mais en fait, c'est traitement d'image finale qui était très longue aussi. Ouais. Et du coup, qu'on compressait aussi en découpant l'image. Et là, c'était plus classique. Enfin, t'avais pas de problème de, justement, créer un GAN qui reprenne juste la partie que tu veux de l'image. Mais ouais. C'était bien technique cette partie. Ouais, non, mais c'est pour ça fait plaisir. Enfin, on a presque commencé avec ces choses-là, quoi. Donc c'est intéressant. Est-ce que tu penses du coup qu'avec les dernières avancées qu'il y a eu, ça vaudrait le coup est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui font ce genre de projet aujourd'hui et qui l'ont vraiment industrialisé parce qu'il y a les algos de diffusion notamment sont un peu meilleurs ou en tout cas sont plus faits pour que finalement les GAN à l'époque.
Est-ce que tu penses que ce serait plus facile? Est-ce que finalement, ça changerait pas grand-chose à ce business-là? Bah, moi, maintenant, j'ai des clients qui font ça. Ok. Bah, pas forcément exactement pareil, mais assez proche, tu vois, qui utilisent des diffusion models pour générer des images portées sur des mannequins ou bien des images en général sur... mais pas forcément exactement le même use case, mais très proche. Donc ça semble... Enfin, pour moi, c'était toujours évident, et je le pense toujours, hein, c'est le futur de la mode. Mais fallait d'abord convaincre les people. Ouais, bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, j'aide des entreprises à créer leur dataset pour des use cases assez similaires. Et d'ailleurs, j'ai vu une solution chinoise qui faisait exactement la même chose, donc c'est pas un client, et une solution américaine. Donc ça a été spoté par un partenaire à moi qui m'a dit « Ah, c'est fou, j'ai découvert Eva Jeans chinois et américain. » Ok. Et c'est le futur. Mais je me disais, bah ouais, c'est ça, mais tu vois, on l'a pas, après, on l'a pas une autre en partie du Europe. problème, quoi. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas le reprendre, quoi. Finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu as la main sur une autre partie finalement du pipeline, qui est aussi la gestion de la donnée, enfin la création de bases de données solides, ce serait peut-être plus facile de réattaquer ce challenge-là, quoi, avec des nouveaux modèles un peu plus puissants. Ouais, non, c'est sûr que ça peut toujours être un... Bah, c'est toujours, je pense, le futur de la mode, mais à voir quand le relancer. Yes. Et il y a quand même un sujet un peu fil rouge qui est la mode dans un peu les différentes activités que tu as eues, de près ou de loin. Est-ce que tu avais un grand plan ou une grande vision justement dans la mode? Il y a des choses que tu veux arriver à faire sur ta carrière, ou est-ce que c'est un hasard, ou parce que juste tu connais bien ce domaine, donc les idées viennent là-dedans, mais finalement t'as pas non plus tu t'es pas donné de but à atteindre non plus? Ou est-ce que tu as vraiment comme tu dis, ça va vraiment, enfin le futur de la mode sera avec des outils d'intelligence artificielle, tu as vraiment une volonté de contribuer à ça tout au long de ta carrière, ou une grosse partie du moins? Bah, aujourd'hui, avec My Data Machine, on travaille sur des secteurs différents. Donc, on est sur le secteur fashion tech, mais aussi sur le retail, tech, e-commerce et sécurité. Donc, on n'est plus que sur la mode. Et moi, en fait, j'ai toujours eu une attirance envers plein de secteurs. Là où on peut, donc surtout industriel, e-commerce, ça m'intéresse aussi. Retail, ça m'intéresse aussi. Sécurité, ça m'intéresse. Tout ce qui est image satellite aussi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc non, j'ai pas la volonté de rester cantonnée au secteur fashion, mais de par le fait que j'ai été mannequin pendant 4 ans, il se trouve que j'ai pu découvrir le monde du travail via le prisme du secteur, et que c'est un secteur que je trouve très intéressant parce qu'il y a des gens vraiment très talentueux, très créatifs. Moi, ça m'a beaucoup inspirée. Et donc, c'est un secteur avec lequel je garde des bonnes connexions. J'ai vraiment, oui, cette vision du secteur de la mode maintenant, du futur du secteur de la mode. Et je l'ai eu depuis le début, en fait. Depuis que j'étais mannequin, et en même temps, je regardais les technos qui sortaient en labo de recherche. Je me disais, waouh, demain, le futur de la mode, c'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je l'ai aussi sur d'autres secteurs que je trouve intéressants, et moi j'ai envie d'explorer d'autres secteurs, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je travaille pas que sur la mode, et même avec Eva Jeans d'ailleurs, on avait bossé avec une boîte du secteur automobile, donc finalement on avait aussi réussi à avoir des clients de d'autres secteurs qui ont eux aussi des gros problèmes d'acquisition ou de génération de bases de données qui peuvent être assez proches finalement aussi, avec des diversités de produits, de pièces, etc. Ouais, exactement. Et donc aujourd'hui, on bosse sur des cas avec ce genre de clients maintenant très différents. Et en fait, ce que je trouve passionnant, c'est de voir des industries qui se transforment grâce à cette nouvelle technologie. Donc, je serais ravie d'apporter ma pierre à l'édifice dès qu'il y a des sujets intéressants, que ce soit sur l'industrie de la mode ou d'autres industries que je connais un peu. Mais bien sûr, après, il y a des industries qui m'intéressent moins, avec lesquelles j'ai moins d'appétence aussi. Ouais, bien sûr. Puis le réseau, à la fin, tu dois quand même aussi trouver des clients, etc., et être pertinent sur des sujets. Donc, par exemple, la mode, je me trompe peut-être, mais c'est même sûrement, mais il y a 6-7 ans de ça, c'était peut-être un monde qui était un peu plus hermétique aussi à la tech.
parce que justement beaucoup plus en fait créatif, manuel, etc. Bien que tu aies beaucoup de designers. Enfin, il pourrait y avoir aussi beaucoup de logiciels, mais dans la mode, c'est pas forcément à ça que je pense tout de suite. Et du coup, s'il n'y avait pas d'IA, si toi tu connaissais le domaine de l'intérieur, mais que tu voyais aussi ce qui sortait des labos de recherche, tu te dis mais il y a vraiment des trous à combler, quoi. Il y a des choses à faire. C'est plus évident aujourd'hui, je pense, qu'il faut inclure ces technos-là dans ces domaines, mais je pense que c'était loin d'être évident il y a 6 ou 7 ans, quoi. Il y avait peu de personnes entre les deux aussi, donc... C'était vraiment ouais, j'arriverai pas à dire ce mot. C'était la première, en tout cas. C'est peut-être précurseur, eux. Ouais. Mais oui, aussi pour le secteur de la mode, quand j'étais mannequin, en fait, on me voyait souvent comme la tech, tu vois, la personne, la geek, en fait. La mannequin geek, ou bien... Donc, ça a un peu contribué à ça, tu vois. Les gens, qui a un profil assez atypique, effectivement. Enfin, c'est pas des gens que tu rencontres de partout, quoi. Ouais, c'est vrai. Et dans le pitch de My Data Machine, de ce que j'ai pu lire de toi, donc vous faites de ce que je comprends en tout cas de la préparation de bases de données, donc ça va être notamment de l'annotation d'images, donc qui sont des sujets que tout le monde, enfin en tout cas les data scientists connaissent plus ou moins bien, mais justement tu parles aussi de digital 3D twins, donc des jumeaux numériques en 3D, donc ce qui rejoint un peu ce qu'on disait juste avant en fait, où c'est peut-être de la modélisation. J'ai l'impression, de ce que je comprends en tout cas de My Data Machine, c'est vraiment de la création end-to-end en fait de datasets, et on vous dit j'ai besoin de ces données, au-delà de je vous en fournis, il faut les annoter, c'est vraiment j'ai besoin d'un dataset complet, débrouillez-vous et créez-moi ce dataset. C'est quoi votre, sans dire la recette, mais un peu les technologies qu'il y a derrière, parce que voilà, je trouve que ça dépasse un peu la notation, disons, traditionnelle, et ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus sur tout ce que vous faites pour arriver à créer des datasets à partir de pas grand-chose finalement. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Finalement, la notation, c'est un peu la façon évidente, data préparation, d'expliquer ce qu'on fait, mais en fait, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, on a une partie très technique, une partie beaucoup moins technique. On a aussi des créatifs qui bossent avec nous. On a donc on a des data scientists, des data engineers, des photographes, des annotateurs, des experts sur certains sujets. Donc finalement, on a aussi des développeurs. Finalement, mis bout à bout, ça nous donne beaucoup de possibilités. Et on a aussi parfois besoin d'activer beaucoup de contacts parce que finalement, les données, on doit aussi parfois donc là, je parle pas de données personnelles, attention, je parle plus de données qui peuvent être relatives à une activité publique. Ça peut être, pour un exemple, ça peut être des photos de pièces automobiles, quoi, par exemple. Ouais, c'est pas exemple. Du tout des données personnelles ou quoi que ce soit, mais ça appartient à une industrie particulière, quoi. Et là, ça requiert d'avoir les bons contacts parce que c'est pas le business traditionnel d'une entreprise de se dire par exemple d'une entreprise d'automobile de se dire tiens, on a des photos de nos pièces automobiles, on pourrait les vendre. Non, du coup, il y a loin de là, si seulement. Il y a vraiment toute une partie aussi de voir de transformer les business models des entreprises pour leur dire en fait ce que vous avez c'est un asset. Voilà. Clairement. Donc, mais bon. Du coup, vous achetez de la donnée. Ça vous arrive d'acheter de la donnée pour des use cases d'autres clients à vous, qui sont pas l'entreprise qui a la donnée initialement. Ça nous arrive, ouais. Okay. C'est pas forcément le cas le plus fréquent, mais ça nous arrive. On met aussi, donc on a des photographes. Donc on a aussi des photographes qui vont prendre des images, par exemple. Mais on a quand même, tu vois, une vingtaine de photographes, donc ça représente pas mal de travail. Ensuite, on a en fait, pour chaque projet de dataset, on met en place une stratégie. Donc soit le client arrive et a déjà sa stratégie et dans ce cas il cherche juste des équipes qui peuvent exécuter sa stratégie, ou soit on va co-construire la stratégie de création de données. Dans ce cas c'est ce qui est le plus passionnant quand on arrive au début du projet, de se dire ok, vous voulez ce genre de dataset, ok, on est parti, et là réfléchir à comment est-ce qu'on fait. Donc voilà, je disais, donc il y a la source, soit le client il a sa source de données même si elle n'est pas utilisable. Donc, dans ce cas, on va récupérer ces données, donc les données de notre client, pour ensuite les améliorer. Soit on va chercher de la donnée externe
existantes. Donc, dans ce cas, on peut en acheter, par exemple, ou bien en récupérer de la donnée publique. Si, c'est de la Ou donnée aller publique. prendre les photos, quoi. Ou bien aller prendre des photos, voilà. Ensuite, on a toute une partie déjà structuration de cette première donnée. Et puis création d'une infrastructure pour accueillir toutes les opérations qu'on va faire par la suite. Donc, organiser les données, éventuellement construire une plateforme pour faire des annotations après. Ça peut être... Ouais, si tu peux décrire un peu les opérations, donc tu vas avoir l'annotation, tu as d'autres choses que vous faites du coup après avoir collecté les données? Ouais, voilà, donc on va faire de l'enrichissement de données. Donc ça peut être de la mise en place d'algorithmes d'AI ou bien d'algorithmes classiques sans AI qui vont venir enrichir la donnée et la rendre aussi diversifiée. Donc on a toute une... en fait, on a aussi la possibilité d'utiliser un framework qui s'appelle SituAnnotate, mais on en a aussi d'autres au besoin qui nous permet en fait de s'assurer l'équilibre de la donnée pour nos clients. Sur différents critères, c'est-à-dire d'un point de vue billet, fairness, etc. Ouais, par exemple. Mais tout simplement, pour reprendre l'exemple de vêtements, comment tu t'assures que tu as autant de t-shirts que de pantalons et que tes t-shirts, ils sont bien toutes les matières, toutes les couleurs. Enfin, là, je te prends l'exemple simple, mais... mais qui est assez facilement compréhensible, au moins. Ouais. Mais en fait, t'as ça dans tous les datasets, donc c'est pas... donc ça, c'est un travail aussi à faire en continu, parce qu'on doit continuellement s'assurer, régulièrement s'assurer qu'on est bien dans la bonne direction, qu'on a bien la bonne diversité de données. Et donc là, on va faire collaborer des équipes techniques avec des équipes qui vont annoter, contrôler la donnée, voilà. Et ensuite, à la fin de tout ça, on structure le tout, on fait des quality checks et on livre la donnée. Souvent, c'est en continu parce que finalement, c'est des cas de développement en continu, mais parfois, ça peut aussi être ponctuel. Voilà. Okay, ouais, tu pré-shotes mes questions. Et alors, du coup, comment est-ce que... comment dire? Parce que là, il y a une grosse partie technique qui, du coup, pour moi, relève de la data science qui pour moi serait plutôt chez le client. Tu vois, s'assurer alors après, vous créez le dataset, mais s'assurer de son équilibre et s'assurer de la représentativité pour que derrière l'entraînement fonctionne. Et là, du coup, c'est vous qui allez en fait faire beaucoup d'étapes techniques avant de livrer vraiment cette donnée au client. Nous, par exemple, à Pixelia, on va être juste après ça. C'est-à-dire que souvent, nous, les clients ont la donnée, ou alors ils l'ont fait faire, ou alors ils vont l'annoter sur la plateforme. Mais ensuite, c'est ces mêmes clients qui veulent faire de l'IA, qui du coup vont utiliser Pixelia pour faire toute la suite. Et finalement, vous, j'ai l'impression que c'est vous. En fait, vous avez vos propres outils d'annotation, tu as tes propres outils statistiques pour assurer en fait la qualité de ta donnée. C'est des outils qui mériteraient d'être aussi derrière dans les mains du client. Pour que justement il puisse itérer, que lui, en fait, sa team data science, on parlera peut-être justement donc à quel moment est-ce que vous intervenez aussi et quels interlocuteurs vous avez en face, mais eux ont peut-être tout intérêt à pouvoir aussi s'assurer justement que leurs données soient bien balanced, que quand ils vont faire l'entraînement, c'est pareil, ils aient bien... Du coup, ce qui me fait me poser la question, à quel point, en fait, vous entraînez pas les algos des clients, on est d'accord, vous vous occupez juste de la création de la base de données. Enfin, juste, c'est déjà beaucoup, mais... Ouais, totalement. Et en fait, là, je t'ai un peu montré la panoplie d'outils qu'on utilise, mais tu vois, pour certains clients, par exemple, on va juste faire du tagging. Ça arrive aussi, tu vois. On est sur leur plateforme, mais on peut agir sur toute la création. Donc, toute la chaîne de création. Ouais. En tout cas, c'est votre valeur ajoutée, c'est d'être capable vraiment d'être de bout en bout sur le client arrive avec son cas d'usage, il a même pas les données et pas forcément la stratégie pour arriver à quelque chose qui va fonctionner d'un point de vue IA. Toi, avec ton background justement en IA, en maths et toute l'équipe que tu as aussi derrière, vous êtes capable de lui apporter cette expertise pour derrière, si lui veut faire de l'IA, qu'il a quelqu'un qui est capable d'entraîner les modèles, il est vraiment la meilleure matière pour le faire, quoi. C'est un peu ça le... Exact. Et aussi avoir des interlocuteurs qui comprennent les enjeux de qualité de données. Ouais, ce qui est pas évident, quoi. Ouais. Donc c'est ça, mais je suis d'accord avec toi. On a des outils qui seraient intéressants d'être aussi plus partagés côté client. Mais après, les clients, tu vois, parfois, ils n'ont pas forcément le temps et ils se reposent sur nous. Et parfois, à l'inverse, ils ont tous leurs outils. Et du coup, on va le faire en double. Enfin, on va faire nos quality checks en double. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que du coup, ça va entraîner
qu'on ait encore plus de diversité, qu'on ait encore mieux contrôlé la donnée. Et parfois, on le fait pas du tout. Donc, Ok. ouais. Et tout à l'heure, tu disais, une des choses que vous pouvez faire, c'est potentiellement acheter de la donnée à des entreprises qui ont compris que c'était un asset et qui pouvaient le valoriser. Pourquoi ces boîtes-là, elles font pas... Est-ce qu'elles font de l'IA avec ces données déjà, et une fois qu'elles l'ont utilisée, elles se disent ça peut utiliser à d'autres gens, ou alors, parce que nous, le cas qu'on voit quand même le plus souvent, c'est que la donnée, c'est l'or noir vraiment de toutes les boîtes qui veulent absolument pas le partager, parce qu'en fait, c'est ce qui va faire la différence, même pas les algos derrière, c'est vraiment la data qui va faire ça, donc ils sont souvent très réticents à partager cette donnée ou à créer des bases, disons, un peu plus communautaires. Enfin, on fait pas de l'open source, quoi, ici. Donc, est-ce que toi, les entreprises avec lesquelles tu discutes, qui ont conscience que c'est un asset, en fait, est-ce qu'elles veulent juste pas faire du tout d'IA, ou est-ce que ça rentre dans une stratégie de partage, où elles arrivent à trouver vraiment leur intérêt? Ouais, c'est pas évident. Donc, en fait, je peux pas trop en parler, mais en gros, là, sur un cas, je devais chercher des partenaires, justement. Enfin, moi, je vois plutôt ça comme des partenaires que des fournisseurs qui peuvent être intéressés de nous vendre des données. Ok. Mais la plupart du temps, ils sont pas intéressés. Donc, il faut trouver les bons angles d'attaque et leur dire bon, bah, vous participez à un projet qui va dans cette direction. Et vous, étant donné votre positionnement, vous pouvez communiquer dessus en disant bon, bah, j'ai participé à ce dataset dans le but de, tu vois, un objectif qui serait en lien avec leurs objectifs. Mais par contre, bah, vu qu'on a besoin de beaucoup de données, en général, c'est des plutôt grandes entreprises. Bah oui. Et donc, en fait, eux, ça leur apporte rien de vendre un petit peu de données comme ça. Bah, du coup, c'est un peu la question que je me pose. Je pense tu peux sortir beaucoup d'arguments, en fait, avant que ça vienne contrebalancer le fait que la propriété intellectuelle qui laisse dehors, du coup, elle est énorme. Je veux dire, même, ou alors le prix est très cher. Dans ce cas, je comprends, mais sauf que, comme tu dis, c'est des très grosses entreprises. Le chiffre d'affaires qu'ils vont faire sur la vente de données avant de vendre pour des milliards de data à Google ou Microsoft, c'est pas forcément là qu'ils vont... Donc, ouais, donc c'est plus un enjeu de communication, dans ce cas, qu'un levier de communication que j'utilise. Mais après, c'est vraiment du cas par cas. Non, mais c'est intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien arriver à pousser, parce que je pense que aujourd'hui, tu as un peu un monopole des plus gros modèles sur quelques entreprises. Et en réalité, tu as certaines autres boîtes comme vous, comme nous, où on est amené à travailler avec beaucoup de données, mais qui ne sont pas les nôtres. Et si on arrivait un peu à les mettre en commun, on pourrait aussi en fait, créer des modèles qui sont, en plus sur des cas d'usage qui sont souvent pas publics, qui seraient du coup assez puissants, qui pourraient faire des nouveaux modèles un peu fondation sur des use cases qui apportent aussi beaucoup de valeur, sur des choses très techniques. On n'y est clairement pas. Mais je trouve totalement. que c'est une piste importante, qui est super intéressante à explorer, et que avec des initiatives bien cadrées, c'est pour ça que j'étais curieux de savoir comment toi tu faisais ça, si les clients sont à même de le faire sans prendre eux trop de risques de perte de propriété intellectuelle, je trouve ça intéressant d'essayer de le valoriser, quoi. Mais totalement, je suis vraiment alignée avec toi parce que alors, il y a plusieurs sujets. Bon, déjà, en France, on a quand même, et en Europe, on a quand même de la donnée, tu vois, on a de la donnée publique. Carrément. On a même beaucoup de données sur certains sujets qui est disponible. Mais par contre, ce serait super intéressant de créer des jeux de données qui seraient la base de modèles de fondation, parce que sinon on se reposera sur la donnée américaine ou les autres données, et finalement les modèles de fondation ne seront pas vraiment adaptés au marché européen. Donc c'est crucial de le faire. Après, nous, on agit vraiment dans le domaine privé, pour une entreprise, pour le compte d'une entreprise, et du coup, on n'a pas vocation à créer de l'open data, mais ce serait vraiment... j'y crois et je suis convaincue qu'il va falloir le faire à un moment pour créer des modèles fondationnels qui sont pertinents sur différents cas. Ouais, et puis du coup souverain un peu en plus pour nous, parce qu'en fait les modèles sont aux États-Unis, les données elles sont partout dans le monde, mais elles ont été quand même vachement cannibalisées, quoi, par tous ces gros modèles. Mais bon, non, mais c'est pour ça, mais si vous voulez pas le faire, c'est vrai que si vous avez une technique pour pour inciter les gens à vous partager de la donnée ou à vous la vendre, je trouve que c'est intéressant, et il y a bien quelqu'un qui arrivera à en faire un business, je pense, un jour, quoi. Ouais, mais si on arrive à une taille assez importante avec My Data Machine, on croit bien, mais ce serait un projet à lancer, ouais. Je suis d'accord.
Et juste, parce qu'on parle beaucoup de computer vision depuis tout à l'heure, mais parce que c'est à travers les différentes activités. My Data Machine, vous faites que du cas d'usage visuel au sens large, ou est-ce que vous faites aussi par exemple, on parlait tout à l'heure enfin, tu utilisais le terme d'enrichissement de données. Alors, souvent, on peut entendre parler d'enrichissement de bases de données, donc ça peut être aussi textuel ou des CSV ou peu importe. Vous travaillez sur quel scope de data? Ouais, en fait, quand j'utilise le mot enrichissement, c'est au sens large. Ça peut aussi être sur des images. On a commencé par de l'image, puis 3D vidéo, mais on travaille aussi avec des données tabulaires, des données de Ok. texte. Ouais, donc on travaille sur... Donc vous pouvez être mandaté sur différents use cases, quoi, pas nécessairement Totalement. que, même si vous avez des photographes, etc., enfin, vous avez potentiellement diverses expertises aussi sur les domaines connexes, quoi. Totalement. L'image aujourd'hui, c'est quand même 70% de notre chiffre d'affaires, mais on a 30% qui sont pas de l'image. Enfin, je dis image au sens large, vidéo, Ouais, etc. bien sûr. Donc sur du texte, des chiffres, des données tabulaires. Ok. Et deux questions qui se touchent un peu. À quoi elle ressemble l'équipe à My Data Machine? Parce que je pense qu'il y a vraiment séparés en deux. Tu vas avoir une partie un peu, toi, gestion et développement, parce que vous développez vos propres software. On parlait tout à l'heure, en gros, vous allez avoir vos propres frameworks pour gérer tout ça et vos outils pour supporter l'activité. Et ensuite, tu as vraiment la production de données en elle-même. À quoi ça ressemble un peu ton équipe finalement? Ouais. En fait, on a différentes unités, on va dire, avec différents managers. Donc des managers techniques et d'autres opérationnels, Ok. avec différentes expertises. Donc par exemple, t'en as qui sont vraiment très spécialisés fashion, t'en as qui sont très spécialisés sécurité. T'as différents sujets. Et en fait, après, on a des personnes qui font le lien entre les différents pôles. Donc par exemple, quand on lance un projet qui va un peu toucher à tout, on va avoir une personne responsable du projet qui va être capable de comprendre à la fois les enjeux sur la récupération de données, puis la partie data science, puis la partie annotation manuelle. Et donc, en fait, sur chacun des sous-sujets, on a un manager responsable et des personnes qui bossent là-dessus. Donc c'est assez intéressant aussi de les faire se parler ensemble. Mhm. Et puis de bien expliquer à tout le monde les enjeux de chaque métier. Ouais. Ouais. Pour qu'ils puissent comprendre les enjeux à leur niveau sur les sujets. Et voilà, c'est super intéressant, je trouve, de faire travailler ensemble des profils différents aussi. Donc. Ouais, carrément. Surtout que là, ils ont une expertise, mais il faut garder en tête aussi que la donnée qui va être créée ou générée, à la fin, c'est pour entraîner des algos d'IA a priori. Du coup, tu as quand même nous, on le voit quand on a travaillé vraiment sur des projets d'IA. En fait, d'un point de vue data science, on essayait de réfléchir à comment est-ce qu'il va falloir faire la notation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des objets, tu as plein de sujets en fait sur comment est-ce que tu dois annoter, quelle va être la taille de tes bounding box, si je prends des exemples un peu simples, combien de classes tu vas faire, comment tu vas gérer tes ontologies, mais parce que tu penses à comment est-ce que le modèle va apprendre, et du coup tu as un peu une boucle aussi entre je vais annoter, je vais entraîner un modèle, et suivant comment ça se passe, peut-être que je vais faire des changements sur mes specs d'annotation. Vous arrivez à faire ça sans impliquer le client, entre guillemets, parce que vous avez quand même une expertise data science, et toi, tu vas voir la finalité du use case, donc tu peux anticiper ou faire un peu ces essais, ou alors c'est des allers-retours avec le client, on me disait, tu fournis un jeu de données, ils vont entraîner, et tu as quand même quelque chose de continu souvent, mais comment ça se passe? Parce que tu as une expertise métier, mais en même temps, ce que tu cherches à faire, c'est entraîner une IA, donc potentiellement, des fois, c'est deux choses qui sont pas très compatibles, et tu dois penser la notation pour le but final. Comment vous gérez ça? Ouais. Mais en fait, il y a un peu deux cas de figure. Donc, tu as le cas de figure où on est impliqué dans la stratégie de création du dataset, et le cas de figure où c'est le client qui s'en charge. Et donc, quand on crée le cahier des charges initial, donc avec la stratégie, c'est des questions qu'on va se poser. Et on prévoit justement des évaluations fréquentes de nos méthodos pour, si éventuellement il y a des changements, pouvoir les faire. Et aussi dire, là, par contre, à tel moment, on va pas refaire la donnée. Je veux dire, arriver aussi à avancer, tu vois.
sans bien faire sûr. des itérations éternelles. Ce qui est pas évident des fois, hein, parce que tu as toujours envie de retoucher. On dit garbage in, garbage out, donc tu as toujours envie de retoucher aussi la donnée pour à la fin les fine-tune, mais sauf que ça a un coût qui est monstrueux, quoi, en temps et aussi en argent quoi, pour le client, Ouais. donc tu peux pas te permettre que ce soit éternel. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, l'avantage que j'ai, c'est que, étant donné sur ces projets où on est vraiment sur toute la chaîne de création du dataset, c'est qu'on a une certaine flexibilité qu'on peut déjà calculer dans le budget initial et Ok. qui nous permet de faire ces ajustements lors de quality check qui sont déjà prévus dans le budget. Donc ça donne une bonne flexibilité et ça nous permet d'arriver à une qualité qui correspond vraiment aux attentes du client, sachant que ça peut évoluer. Tu vois, des fois, tu as une nouvelle personne qui arrive chez le client avec une nouvelle vision au milieu du projet et qui te dit, bon, bah, en fait, moi, je pense que c'est mieux comme ça. Bref. Et du coup, dans ce genre de cas, bon, bah, tu te dis, bon, bah, tant mieux, on a encore un quality check à faire. Donc on va pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, alors que la direction a un peu changé. Mais en fait, au final, tu dis oui, mais c'est logique que ça ait changé parce que c'était pertinent et on est arrivé sur des cas qu'on n'avait pas au début. Donc voilà. Et sinon, ce que j'allais dire juste avant, c'est que toutes les personnes qui sont recrutées chez nous, elles savent que c'est pour entraîner de l'IA, tu vois. Même les photographes, sûr, oui. on leur dit. Et du coup, je pense que ça participe vraiment au fait que on a cette vision en fait tu vois, d'aider la technologie, de participer à l'effort pour créer une technologie pour faire avancer la technologie. Et donc ça motive tout le monde. Même, tu vois, chaque personne dans la boîte est motivée par ça. Ouais, c'est important. C'est trop cool. Et du coup, de ce que je comprends, si on revient, parce qu'on parlait tout à l'heure de digital twins, etc., qui font un peu partie de votre activité, vous ne travaillez pas qu'avec de la donnée réelle, vous allez aussi synthétiser ou créer de la donnée. Après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, vous avez plein de façons finalement de créer de la nouvelle donnée. C'est quoi le bon équilibre entre la donnée réelle et la donnée synthétique dans un dataset ? Vous êtes déjà allé trop loin dans la génération parce que il y avait pas beaucoup de données initiales et du coup ça fonctionne pas, ou est-ce que tu as des ratios en tête en fait de ce qui marche ou ce qui marche pas ? Honnêtement, je n'ai pas de ratio en tête parce que la donnée générée, pour beaucoup de clients, on fait pas forcément de la donnée synthétique. Okay. Et en fait, on raisonne en termes de nombre de données non synthétiques et après on leur propose cette option en plus. Et en se disant, ça va aider. Donc en gros, par exemple, on se dit, on veut 100 000 images. Ouais. Et après, on leur propose en plus de faire une augmentation de x2, tu vois, avec de la donnée synthétique. Mais en fait, tu peux le faire à l'infini. Donc ce qui est important, à mon sens, c'est d'avoir assez de données originales. Bien sûr, ouais. Et après, en fait, tu peux, en fonction des biais que tu vas trouver, mitiger un peu les biais en faisant de l'augmentation de données. Ok. Et vous avez les retours derrière des clients sur potentiellement, en fait, depuis qu'on a de la donnée synthétique, ça marche mieux, ou alors ça a créé d'autres problèmes, ou comme une fois que vous avez livré le dataset, tu perds un peu la vue sur derrière les algos qui sont entraînés. Enfin, je sais pas à quel point tes clients te partagent les success stories qu'ils ont grâce à votre donnée, mais... Ouais, là, le cas qu'on a eu récemment, c'est un client qui avait commencé son cas d'usage avec de la donnée 100% synthétique. Ok. Parce qu'il ne voyait pas comment fabriquer la donnée. Et du coup, on a vu les problèmes créés par sa donnée synthétique. Finalement, pas assez de variations dans son dataset, des cas trop prédictibles en fait. Ouais. Et du coup, là, on arrive sur le projet pour créer la donnée vraie et améliorer les performances de l'algo. Donc ça, dans ce sens-là, j'ai déjà vu. Très dans l'autre sens, non. Ça marche. Et du coup, vous avez une particularité, c'est que vous êtes une boîte qui est franco-indienne. Vous avez principalement des clients d'un côté ou de l'autre, ou comme vous êtes une boîte internationale, en fait, vous travaillez aujourd'hui avec des clients qui sont vraiment n'importe où. Et j'ai cru comprendre en plus que même au sein de ta boîte, vous avez en fait des gens qui sont un peu partout qui travaillent de partout dans le monde. Donc, comment c'est réparti un peu au niveau de tes clients ? Ouais. La plupart de nos clients sont basés en Europe. Okay. Aussi parce qu'en fait, on a travaillé sur
tout le volet RGPD, la compliance. On propose des DPA, donc Data Processing Agreements, à nos clients. Et donc, on a plus de légitimité à être sur le marché européen parce que c'est quand même un gros plus pour nos clients de savoir que on respecte tous les process liés à la protection des données européennes. Maintenant, on a aussi quelques clients en Inde, mais ça reste assez marginal pour l'instant. Ok. Et si on revient un peu sur l'annotation, enfin en tout cas la création de datasets de bonne qualité, de ton point de vue, c'est quoi qui va être le plus sous-estimé, soit par des clients qui arrivent et qui disent bah voilà, annoter ce dataset, et en plus je pense que ça devrait prendre tant de temps, enfin je sais pas à quel point vos clients arrivent avec des idées reçues sur l'annotation ou la création de données. Souvent, c'est des projets qui sont un peu durs à sizer, parce que t'as des, imaginons si on prend encore une fois de la segmentation, de la détection d'objets, t'as des objets qui vont être plus compliqués que d'autres, tu vas avoir un processus de quality control qui peut être plus ou moins laborieux suivant la complexité du use case. C'est quoi pour toi qu'il faut surtout pas sous-estimer dans un projet de notation pour être à peu près sûr que ça aille au bout et que ce soit un succès, quoi? Je dirais le cadrage initial. Souvent, c'est sous-estimé parce que les clients, ils sont un peu pressés, ils veulent avoir leurs données, etc. Ouais. Mais en fait, si on se lance dans l'exécution du plan sans avoir passé assez de temps sur le cadrage, c'est un échec, déjà. Ouais. Et en deuxième, c'est que ça reste une collaboration. Nous, on doit apprendre beaucoup de choses de leur métier, enfin des métiers. Bien sûr. Et donc, on a besoin du client pour avancer. Voilà, donc prévoir des moments clés de validation de ce qu'on fait et des vrais moments d'échange pour partager des connaissances métiers du client. Ça, c'est ce qui est souvent négligé un peu. Mais ça, je le dis à chaque fois en démarrage de projet. Mais n'empêche que des fois, on est tellement pressé d'avoir les données que... Ouais, puis des fois, il y a des sujets qui paraissent simples. On dit, bah voilà, il faut juste faire ça. Et en fait, il n'y a pas 50 façons de faire. Sauf qu'en fait, tu te rends compte en annotant que des fois, c'est pas la réponse. Enfin, la façon d'annoter n'est pas si évidente que ça, quoi. Il peut y avoir des quiproquos. Et en fait, ça soulève plein de questions. Et c'est souvent des choses où il n'y a que le client final qui va avoir la réponse, quoi. Enfin, il faut trancher. Et même sur la notation, pour te donner un exemple, le tagging plutôt, je dirais, là, c'est un exemple de tagging. Nous, en amont de projet, sur un projet, là, on a fait quand même une documentation de 150 pages. Okay. Ça paraît énorme. Et le client, tu vois, il voit ça, il se dit, mais je dois vraiment lire tout ça. Alors ça paraît énorme pour les gens qui nous écoutent, mais nous, pour l'avoir déjà fait, je pensais qu'on était les seuls à faire des documents de 100 pages pour la notation. Je suis rassuré de voir qu'on n'est pas tout seul. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as beau dire au client, il faut tout lire et s'assurer que tout est correct. Ils te disent oui, tu vois. Et après, tu dis, bon, ok, c'est parti. Et à la fin, on se dit, ah oui, page 140, il y avait une imprécision. Donc, ouais, c'est... Mais bon, l'avantage, c'est que nous, on le sait. Ouais. Nos équipes le savent. Elles sont très proactives pour proposer des solutions sur ce genre de cas aux clients, pointer les bonnes pages, les bons exemples où il y a des interrogations. C'est aussi notre rôle, tu vois. Et puis, on communique ça aux clients pour s'assurer que ça passe bien. Ouais, parce que de toute façon, ton doc de 140 pages, tu sais que c'est imbuvable. Donc, c'est aussi à toi d'aller voir le client, lui dire ok, en gros, il faut relire certaines parties, surtout ça, mais par contre, sur ces sujets-là, il faut vraiment que tu regardes parce que là, ça peut être soumis à des imprécisions ou alors c'est vraiment à vous de trancher sur certains sujets et du coup, il faut quand même qu'il regarde une certaine partie, quoi. Mais c'est très dur à synthétiser parce que je pense que les gens se rendent pas compte d'à quel point, justement, ce cadrage et tous les cas possibles, en fait, qu'on doit juste annoter des images, ça peut représenter en fait énormément de matière s'il faut le documenter, quoi. Totalement. Et d'ailleurs, c'est pas que sur les images, c'est aussi sur... Bien sûr, oui, je parle d'images, que nous, c'est vrai que c'est le cas avec lequel on travaille, mais c'est vrai pour tous les use cases, quoi. Totalement. Donc, s'assurer qu'on pointe bien les bons... Mais c'est ça, des fois, en fait, il faut trancher, parce que tout est faisable sur certains cas, par exemple... déterminer si... là, je vais donner un exemple.
si sur une image, par exemple pour du vol à l'étalage, tu vois, déterminer si sur une image, ça on le compte comme une personne suspecte ou pas parce qu'elle a mis sa main dans sa poche ou bien elle s'est assise ou pas. Enfin, ça c'est des choses qu'il faut trancher à un moment. Donc, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vraiment pas des sujets évidents, quoi. Et surtout, il y a que c'est que le client qui a son expertise aussi. Donc, normalement, c'est plutôt lui qui devrait rédiger le doc de 140 pages à l'origine, mais sauf que, comment dire, ça fait fois, partie... Des fois, ils le font. Mais il y a toujours des cas à trancher. Par exemple, est-ce qu'une robe mi-longue, c'est mi-long sur une grande personne versus mi-long sur une petite personne, c'est pareil, bref. Mais oui, donc il y a toujours, même si la doc est créée côté client, il y a toujours des cas à trancher, des imprécisions. Et tu as un peu répondu à mes questions de tout à l'heure, mais du coup, est-ce que la plupart des clients avec lesquels vous travaillez, ça va être des projets one-shot, ou est-ce que vous rentrez vraiment dans la stratégie IA, c'est-à-dire tu as une entreprise qui sait qu'elle a beaucoup de données sur lesquelles elle peut développer beaucoup de cas d'usage. Elle a envie qu'elle embauche des gens pour créer une roadmap en IA, enfin pas que forcément computer vision, mais vraiment en IA. À quel point est-ce que vous êtes inclus dans cette roadmap aujourd'hui, ou est-ce que tu commences peut-être à avoir des clients, peut-être aussi de plus en plus gros, dans lesquels vous avez vraiment un rôle de partenaire à jouer sur les accompagner sur cette partie, justement, définir leur roadmap, parce que la partie génération et création de la donnée va passer par vous, quoi. Nous, c'est vraiment notre souhait d'être des partenaires de long terme avec nos clients. Déjà parce que c'est passionnant, en fait, de voir comment est-ce qu'ils développent leur stratégie. Ensuite, c'est aussi une question de momentum. En ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui développent des cas d'IA, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, pour le client, c'est rassurant de se dire, ça s'est bien passé avec ce partenaire-là, on sait que je vais pouvoir compter sur eux pour les prochains cas d'usage et aussi utiliser l'apprentissage qu'on a eu sur leur domaine et capitaliser dessus. Donc, en fait, on a des managers et des équipes qui sont dédiées à certains clients depuis le début de la boîte, donc 2020, 2021. Ouais, ce que je veux dire, c'est quoi votre projet le plus long, du coup? Ça fait, le client avec lequel vous travaillez depuis le plus longtemps, que ça fait 4 ans, quoi, quasiment. Ouais, 4 ans, 4-5 ans. Ouais, ce qui est énorme. Ouais. Et on est ravis, tu vois, parce que petit à petit, en fait, on peut voir des use cases différents avec ce client, ou bien le même use case, mais aller un peu plus en amont ou en aval de ce qu'on faisait. Et c'est ça qu'on souhaite, d'être vraiment un partenaire de long terme et de confiance de nos clients. Et on pense que c'est bénéfique pour les deux parties, puisque d'une part, le client peut compter sur des personnes qui sont formées, qui comprennent leurs enjeux, et de manière plus fine que de travailler avec un autre partenaire, et de notre côté, parce qu'on a des gens qui sont motivés par le projet du client et voir comment ça avance, et qui sont passionnés sur ce sujet. Trop bien. D'un point de vue technologique, mais vraiment en interne, ce coup-ci, c'est quoi votre stack technique? Donc, tu as commencé à me parler tout à l'heure d'un framework pour évaluer, par exemple, les datasets. Mais du coup, même en termes, d'infrastructure, d'outils que vous allez utiliser, enfin vraiment de dev interne, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne? Ouais, en fait, on est très light. Ok. Ouais. Parce que, donc, en fait, on a à disposition plein d'outils, mais on est une boîte de service. Donc, notre vocation, c'est pas de créer un produit. Mais en fait, la façon dont on fonctionne, c'est que déjà, soit on bosse sur les serveurs clients, soit on bosse sur nos serveurs. Donc, les deux sont possibles. Éventuellement, d'ailleurs, il pourrait y avoir aussi un tiers fournisseur de serveurs entre nous. Ensuite, on déploie nos infrastructures sur des serveurs cloud, et puis des plateformes. Parfois, en fait, on a des plateformes qu'on développe nous-mêmes. Dans ce cas, on va utiliser les stacks choisis par le client, parce qu'en général, on livre au client. En fait, tout ce qu'on crée, finalement, c'est pour le compte du client. Donc, voilà. Donc, vous lui laissez après, ou vous le gardez pour ce compte-là pendant... souvent, enfin, non, pas si souvent que ça, mais l'option, tu vois, c'est de créer tout sur nos serveurs, et après, en fait, on fait une migration sur les serveurs clients.
Ça peut nous arriver. Voilà. Mais en fait, sinon, l'idée, c'est de se dire, si le projet demain il s'arrête, nous, on ferme le serveur et c'est tout. Tu vois. On ferme le serveur ce qui paraît plus simple. Et donc, assurez-vous d'avoir bien récupéré vos données. Mais sinon, après, on utilise MongoDB, on utilise, on utilise Docker, on utilise, tu vois, un peu tout ce que... Enfin, ça peut être du Node.js sur le développement web. Après, pour tout ce qui est scrapping, on utilise pas mal Scrappy, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, après, des fois, on travaille avec des plateformes open source qu'on n'a pas forcément besoin de redévelopper from scratch. Et après, c'est à peu près ça, enfin. Est-ce que vous... Parce que on en avait parlé ensemble, mais faire de la notation ou de la curation de datasets, c'est une tâche qui peut être répétitive, qui prend du temps, et souvent, même avant de commencer les projets d'annotation, nos clients, la première chose qu'ils nous demandent, c'est mais est-ce que vous avez des outils d'accélération, quoi, tout ça, est-ce qu'on a de la notation automatique, est-ce que, comme si ça allait vraiment résoudre le problème, mais quand c'est toi qui fais la notation, tu peux te permettre, je pense, de mettre de l'optimisation à certains endroits, surtout que tu peux prendre par exemple des modèles de prénotation, de segmentation automatique, peut-être de génération automatique pour préfaire des choses. Vous faites de la recherche là-dessus, ou est-ce que par exemple, ça vous arrive de prendre des trucs soit dans des papiers, soit dans des repos et d'essayer de vous les mettre à disposition dans vos workflows justement? Parce que vous êtes quand même une boîte technologique et toi, tu as quand même un passé justement assez tech et aussi produit, donc ça me choquerait pas du tout que tu essayes d'optimiser en fait un peu cette partie-là, quoi. Ouais, mais en fait, la stratégie de création de données, elle est définie au début du projet, donc comme je disais, soit de notre côté, soit côté client. Et on explique clairement, enfin, soit on propose nous, soit le client a défini déjà les parties tech qu'on propose pour accélérer la notation ou l'enrichissement ou le tagging. Et donc, c'est des étapes qu'on va développer en mode service, puisque c'est pour le projet. Mais effectivement, après, on ne vend pas la propriété intellectuelle de cet enrichissement automatique. Maintenant, on est très transparent avec le client là-dessus, tu vois. Il y a notre plus-value, c'est justement de pouvoir combiner une approche très manuelle avec une approche qui va accélérer ça. Donc en gros, on développe des algos en utilisant des briques open source. On fait pas de recherche sur des modèles d'IA pour l'instant. Et on les utilise au cas par cas sur certaines stratégies clients. Et ensuite, tu vois, on les sauvegarde comme d'hab sur Git, voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que je me disais, en fait, comme tu dis, après, vous avez un truc très transparent avec le client, comme là, c'est transparent le fait que vous soyez une entreprise de service. Finalement, s'il faut redévelopper des briques, ça fait partie de la prestation. Et donc, je comprends que dans ce cas-là, tu vas pas forcément réutiliser cette propriété intellectuelle. Mais d'un autre côté, tu pourrais aussi dire, je crée des outils. Et du coup, ça, c'est pas forcément transparent pour le client. Le comment je vais faire ma segmentation ou whatever, je vais pas forcément lui exposer ou combien de temps ça me prend. Mais par contre, ça peut te permettre d'augmenter tes marges ou que le travail soit moins fastidieux. Et ça, c'est peut-être des choses que tu aurais eu envie de réutiliser. Pour l'instant, on n'a pas trop eu de cas comme ça. Où on s'est dit, on va développer cette brique pour s'accélérer. Voilà. Mais c'est pas impossible qu'un jour on le fasse. Voilà, après, il faut qu'il y ait un besoin. Ouais, non, mais c'est surtout qu'au final, je trouve dans un projet d'annotation, même si tu as le temps et c'est la partie un peu critique, tu as envie que ça aille le plus vite possible, et on sait que de toute façon, c'est des projets assez longs. Le problème, c'est que tu sais aussi que si tu automatises, potentiellement, tu diminues la qualité, et que c'est le fait que justement que ce soit quelque chose de manuel et où il y a plusieurs steps de contrôle qualité qui vont assurer que le modèle sera bien entraîné à la fin. Mais pour autant, nous, ce qu'on voit, c'est que dans des équipes de data science, dans les entreprises avec lesquelles on bosse, tout le monde veut accélérer la notation. C'est vraiment, c'est vraiment la première. C'est pour ça que Puis ça coûte super cher. Donc, ça coûte super cher, alors qu'on a des équipes qui ne sont pas en France. Mais oui, en fait, dans la stratégie de démarrage, on a aussi plusieurs options. Tu vois, on peut dire au client, on fait que le quality check en manuel et tout le reste est fait automatiquement. Maintenant, le quality check sera plus long. Ou bien on se dit, on fait une partie d'annotation manuelle
et le quality check va être automatisé. Enfin, c'est assez flexible en fait. On peut mettre en place une stratégie qui va intégrer des algos à tous les moments du workflow. Et en fait, finalement, nos équipes, font aussi partie, tu vois, c'est vraiment human in the loop, tu vois. Ouais, clairement. Donc, sur certaines... Et finalement, ces briques-là, elles sont modulables, c'est-à-dire que c'est au client de choisir, et puis nous, on peut faire nos recommandations, hein, bien sûr, de choisir, ok, là, je pense que sur ce cas-là, c'est plus pertinent d'avoir une équipe à cet endroit-là qui va checker tout manuellement parce que c'est super important de le faire avant le quality check, ou bien non, il faut absolument qu'on fasse d'abord de manière manuelle et après de manière automatisée. Donc, ouais. Okay. Je pense qu'on apporte pas mal d'options aux clients sur ces sujets. Ce qui est une force, hein, c'est pour ça, je pense que j'avais un peu de mal à le comprendre, c'est parce que pour les autres entreprises que je connaisse d'annotation, qui font peut-être plus de volume, t'as moins ce côté un peu personnalisation, et vraiment de dire, en fait, voilà, t'as plein d'options, elles vont sûrement pas toutes coûter le même prix, ou être toutes aussi efficaces, ou avec le même degré de qualité, mais par contre, tu peux choisir, et nous, on va intégrer ces trucs-là, on va construire ton pipeline, et ensuite, on va travailler avec. Et je pense pas que ce soit l'approche de toutes les entreprises, justement, d'annotation ou de création de datasets dans le monde, quoi. Donc, peut-être. C'est plutôt une force, je pense, dans votre cas. Ouais. Mais effectivement, je pense qu'à un moment, on sera obligé de construire un produit, tu vois, pour quand ça va vraiment se répéter. Mais bon, là, on est vraiment sur une approche service pour l'instant, c'est notre stratégie. Non, compréhensible. Et si on sort un peu de l'opérationnel et qu'on réfléchit un peu au futur, est-ce que tu penses qu'avec toutes les avancées qu'il y a eu dernièrement technologiquement sur les modèles de fondation, etc., attention, c'est très méta comme question, est-ce que tu penses que, en gros, créer sa propre IA qui va être vraiment spécialisée du coup sur ses données et son use case, ça va devenir obsolète un jour, étant donné que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais en fait, si on arrive à collecter des assez grosses bases de données assez représentatives vraiment du monde entier qui nous entoure, et avec des expériences comme on peut avoir aujourd'hui de prompt, de génération et de prédiction, on pourrait imaginer que demain on est vraiment, c'est presque parler des GI, quoi, mais un modèle qui serait capable de faire un peu tout et n'importe quoi et d'être vraiment distillé sur des use cases très précis. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a des chances d'arriver, disons, dans un futur assez proche, ou est-ce qu'en fait, au vu de à quel point les use cases sur lesquels on va travailler ou vous allez travailler sont niches, c'est vraiment pas près d'arriver parce que la donnée elle est unique et elle est tellement dure à aller collecter que une IA générale sera jamais capable de vraiment out of the box faire des prédictions ou de la génération sur ce genre de sujet. Franchement, à chaque fois que j'essaye de tester des modèles, je me dis ils sont de plus en plus performants. Ça c'est vrai, c'est sûr. Mais en revanche, j'ai jamais vu un modèle qui fonctionnait tout de suite sur un cas d'usage un peu spécifique. Donc voilà. Moi, je pense pas que dans un futur proche, moyen, on soit sur on puisse se dire que l'intelligence artificielle serait directement fonctionnelle sur des cas très précis. Maintenant, peut-être qu'en combinant différents modèles, alors que là où avant tu étais obligé de construire un modèle vraiment spécifique, peut-être que maintenant, tu vois, tu peux te dire ça va plutôt être en combinant différents modèles ensemble et créer plutôt un algorithme de modèle. Tu vas arriver à un cas d'usage spécifique, à répondre à un cas d'usage spécifique. Donc il y a des nouvelles approches comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je voulais dire un peu, mais tu veux parler de multimodal ou tu veux juste parler d'ensemble vraiment de modèles Ouais, je voulais plutôt parler d'ensemble de modèles. Donc tu vois, maintenant tu peux créer des process où tu as différents modèles qui vont interagir les uns à la suite des autres et arriver à des use cases spécifiques, on va dire. Et ça, je le vois, donc ça fonctionne de mieux en mieux. Maintenant, comme je disais, on est loin encore d'avoir des modèles, à mon sens, qui sont des modèles open source ou bien utilisables en API, etc., qui fonctionnent sur des cas très précis. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, je pense qu'il y a je pense pas que ce soit déjà là, mais est-ce que finalement, est-ce que tu es capable de croire que l'AGI sera bientôt là finalement ou pas? Ça, la question se résume à peu près à ça, je pense. L'AGI, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est la partie physique.
appréhension de l'espace qui est complexe. Voilà. Après, tu as l'appréhension des cas, enfin des outliers, on va dire. Ouais. Ça va demander pas mal de recherche. On n'y est pas encore, à mon sens. Maintenant, moi, je suis une visionnaire, donc je m'imagine. C'est pour ça que je vais pas poser cette question à tout le monde, c'est pour ça que je te la pose à toi. C'est comme tu es vraiment dans la partie qui est la première de création de la donnée, et on sait que c'est ça qui fait à la fin que les modèles vont être performants ou pas, c'est de savoir est-ce que voilà, toi tu te projettes et tu peux être, en tant que visionnaire, justement, tu as une vision là-dessus, ou est-ce que finalement on est encore vraiment loin de ces scénarios-là, quoi. Ouais, je pense qu'on est encore loin, mais par contre, la vision. Enfin, là. Le truc qui m'intéresse vraiment, qui m'excite un peu, quoi, c'est de se dire, je pense que demain, on aura vraiment la possibilité de penser un truc et directement créer des actions à partir de la pensée. Et ça, j'ai hâte de voir ça. Et je pense j'espère qu'on n'est pas si loin. Parce que tu vois, moi, la vision que j'avais justement avec Eva Engine, c'était de se dire, demain, tu penses à un produit et direct, tu le vends, toi, tu vois. Et je pense que ça, par contre... Ça va arriver, voilà, j'y crois pas mal, de se dire... Est-ce que c'est ça ta grande vision, du coup, avec voilà, tes différentes boîtes en IA, plus dans la mode, c'est d'arriver de passer de la pensée à un produit qui est vendu sur une marketplace? Bah, finalement, c'est juste une brique en amont, parce que tu dis, bon, aujourd'hui, t'es obligé d'écrire ou de parler à l'IA. Demain, tu peux juste penser, et ça peut directement arriver à être la première étape de ton workflow. Bien sûr. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Et t'as déjà testé les bandeaux, du coup, qui analysent soi-disant les ondes cérébrales et qui arrivent déjà à faire quelques trucs J'ai pas encore testé. Et toi? Non, jamais testé encore. Mais après, je crois que c'était plutôt sur l'analyse du sommeil, etc., où ils arrivaient à capter des trucs justement avec les ondes du cerveau. Mais là, récemment... j'ai vu passer du coup un use case effectivement de quelqu'un qui essaie de contrôler certaines actions de l'ordinateur. Après, on sait que c'est possible, le tout c'est d'arriver à décoder les signaux assez bien pour les transmettre en action ou en dessin ou peu importe quoi, mais on devrait voir des trucs arriver, je pense, dans les prochaines années qui sont des tentatives intéressantes, quoi, en tout cas. Carrément. Et finalement, tu vois, pour certaines personnes, c'est facile de communiquer en parlant, en écrivant ou en, je sais pas, jouant de la musique, mais tu vois, pour d'autres, c'est plus complexe. Et donc, je pense que ça serait vraiment une avancée qui permettrait beaucoup mieux de communiquer avec les autres et de se comprendre et tout. Ça m'excite pas mal, ouais. On va faire à suivre alors. J'ai une dernière question pour toi. Étant donné que tu as une expérience entrepreneuriale, je trouve que tu as commencé à acquérir assez tôt, parce que c'était finalement même pendant tes études, et en plus à travers le monde, tu as un contexte très international. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais des conseils à donner à des personnes qui potentiellement sont encore étudiantes ou vraiment sur la fin, juste après leurs études, quoi, qui veulent se lancer? D'après toi, c'est quoi le best move qui puisse faire finalement, ou quel que soit ou en fait sans risque, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument faire aujourd'hui pour se lancer, et au contraire le worst move, vraiment un truc qui pourrait paraître être une bonne idée mais qui en fait sert pas à grand chose quand tu veux vraiment lancer un business? Ouais, alors best move, je dirais être ouvert et passionné. Ouais. Et worst move, c'est créer de la technologie pour de la technologie. Alors, je dis ça en connaissance de cause. Aïe. Parce que moi, au début, en fait, moi, j'ai commencé par créer des softwares, même sans me demander si ça allait être fonctionnel ou quoi, parce que c'était ma passion. Mais bon, en tout cas, pour les best moves, je pense que c'est vraiment important d'être ouvert. Et en fait, ça, je le vois dans toutes les cultures. Être un peu... pas ouvert donc ne pas être assez ouvert à autrui ou être un peu fermé, ça ferme des portes. Ça nous, on reste cantonné en fait à même des fois, tu vois, une ville, un quartier, tu te dis ah non, c'est mon quartier, voilà. Il y a des gens, tu vois, qui 10 ans plus tard ils font toujours la même chose au même endroit. Non, je pense que c'est pour les plus jeunes, c'est hyper important d'être ouvert, curieux et passionné, parce qu'en fait, faut pas se fermer en se disant ah non, ça c'est trop niche et tout. En fait, si on a une passion,
En fait, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être passionné. Faut pas se dire « Ah, ça va bien marcher parce que c'est un secteur porteur ». Ouais, tu vas lâcher sinon. Tu vas lâcher, c'est ça. Ça peut être 10 ans après ou même plus que tu passes dans ce secteur-là. Et si t'es pas passionné, ça marchera pas. Donc, c'est vraiment la passion et la curiosité qui, à mon sens, drive les choses. Et parfois, on passe par des phases où on n'est pas inspiré, on n'est pas passionné. Bah, c'est comme ça, en fait, il faut qu'on trouve des leviers qui permettent de se retrouver petit à petit. Moi, par exemple, je me suis un peu enfermée dans le triathlon là récemment parce que j'avais plus je sais pas, j'avais perdu ma créativité et après je l'ai retrouvée, tu vois, parce que en fait, je me suis laissé le temps. Donc, faut se laisser le temps. Et ouais, sur les worst moves, ça s'adresse plutôt au tech. Le client, c'est le plus important. Et en fait, finalement, si on crée juste une super tech mais que personne n'utilise, ça sert à rien. Ouais, on le répétera jamais assez finalement, mais des fois ça peut être dur à intégrer. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur les premiers, sur les best moves en tout cas. En tout cas, c'est sans dire que ce soit des choses à faire, mais c'est des caractéristiques personnelles qu'il faut cultiver si tu veux. Et ce truc de c'est long terme. Enfin, si tu te lances dans quelque chose, effectivement, ça peut être très long. Donc si t'es pas passionné, tu vas lâcher au bout d'un moment. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le triathlon, parce que c'est que du coup, en perdant ta créativité d'un point de vue business, parce qu'aussi peut-être perdre d'objectifs ambitieux, de nouvelles choses à faire, du coup, tu as pu trouver quelque chose qui t'a redonné cette créativité, toujours business, mais parce que avec un à côté plus ambitieux, avec des nouveaux challenges, et ça t'a rééquilibré, en fait, finalement, cette partie qui était un peu moins, où tu perdais en créativité, quoi. Ouais, un peu, je pense que ça a été à la suite de la fermeture de Evengeance. Ça m'a... J'avais un peu perdu la direction dans laquelle j'allais, tu vois. Et j'ai toujours aimé le sport, hein, mais là, je me suis mise au triathlon à ce moment-là. Parce qu'en fait, à la base, je m'étais dit « Ah, mais j'ai pas le temps pour préparer un triathlon, c'est trop chronophage. » C'est chronophage, c'est vrai. C'est chronophage. Et en fait, après, à ce moment-là, je me suis dit, bah maintenant j'ai le temps. Du coup, go, je me prends au jeu et je me lance là-dedans. Et en fait, j'ai exploré une nouvelle partie de moi-même. Et je me suis dit, mais ça n'a pas de valeur de commerciale. Enfin, ça n'a pas de valeur dans le sens, ça va pas me faire avancer côté business. Mais en fait, je pense que j'avais besoin de ce temps où j'étais plus focus sur autre chose. Voilà, bon, maintenant, je suis passionnée de triathlon en plus, mais... Donc maintenant, voilà, ça prend du temps et la boîte prend du temps aussi, donc pas évident à naviguer. Après, c'est une question d'équilibre et de se donner sur ses priorités du moment, mais donc c'est vrai que parfois prendre un pas de recul, je pense voilà, moi ça a été le triathlon, ça peut être autre chose, donc faut pas se mettre trop la pression quand parfois on est passionné par un sujet qui va dans une direction où on se dit ah ouais, ça va pas dans la bonne direction, mais en fait pour moi c'était une période qui m'a appris des nouvelles choses et puis qui m'a fait découvrir une nouvelle passion et ça m'a surtout là après avoir eu un peu cette période après Evengeance de un peu flottement, même si j'ai quand même développé My Data Machine en parallèle, donc c'était pas si flottant que ça, bah j'ai appris des nouvelles choses et j'ai ravivé ma créativité après coup. Après, comme tu dis, c'était un moyen aussi de cultiver ta curiosité, c'est que tu allais voir autre chose et ça t'a découvert des nouvelles parties justement de toi-même, de ta volonté, ça t'a fait rencontrer sûrement d'autres gens aussi et ça a changé ton quotidien, donc ça fait partie du voyage, quoi, finalement. Exactement. Et ouais, d'ailleurs, le voyage, c'est le plus important, finalement, c'est le voyage qu'on fait. Donc, finalement, c'est ça, la vie. C'est clair. Et si on rentre en détail sur le voyage, que donc tu disais, donc ta première entreprise en growth, tu l'avais montée quand tu étais à New York, c'est ça ? Ouais. Donc tu as quand même beaucoup voyagé, j'ai l'impression, et tu as pu faire du business sur plusieurs continents. À quel point est-ce que tu le recommandes, c'est-à-dire à quel point c'est facile en fait d'aller faire du business sur plusieurs continents, à quel point c'est facile de se bouger tout seul en tant qu'entrepreneur, de se dire que tu perds pas ton temps justement à aller un peu explorer d'autres endroits parce que c'est pas forcément facile, t'as pas de réseau, tu connais pas, et à quel point c'est facile de se lancer ailleurs, à quel point ça t'a enrichi aussi. Je pense que la réponse est sûrement énormément, mais d'un point de vue connaissance, réseau et enrichissement personnel, c'est quoi un peu ton point de vue sur le sujet ? Bah, est-ce que ça va avec ce que je disais tout à l'heure sur l'ouverture ? Je trouve que être ouvert au monde, être ouvert
à la nouveauté, être ouvert aux différentes cultures. C'est ça qui va créer des idées, de l'innovation, de l'envie de monter des projets. Parce qu'en fait, on va être face à des solutions, des modes de fonctionnement qui sont différents des nôtres, et ça va nous donner des idées. Ou bien, on va être confronté à des problèmes et on va se dire « Ah, mais moi, j'ai la solution, en fait. » Donc, je pense que c'est pas forcément que par le voyage, mais en tout cas, le voyage, ça permet de beaucoup grandir et beaucoup s'ouvrir. Et donc, j'encourage. Moi, j'ai provoqué ça parce qu'en fait, quand j'étais petite, moi, avec ma famille, on voyageait pas tant que ça, tu vois. Et par contre, je me suis dit, plus tard, je vais voyager. Donc, le premier voyage que j'ai fait aux États-Unis, je voulais vraiment partir aux États-Unis. Je me le suis payé avec de l'argent que j'avais gagné en travaillant. Et en fait, sauf que je savais pas trop où aller, donc je me suis retrouvée dans le Minnesota. Ok, sympa. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit non, mais la prochaine fois que tu viens aux États-Unis, va à New York ou à Chicago ou dans une grande ville. Reviens pas chez nous. Du coup, je me suis dit ok, je vais revenir aux États-Unis. Et après, via le mannequinat, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Et c'était pour ça que je voulais faire ce taf. Donc, ouais, j'avais eu un visa américain, j'avais pu. Trop bien. Tu vois, c'était aux États-Unis, j'avais trouvé un stage au culot. Ouais, c'est des choses qui se provoquent, quoi. C'est en fait, si t'étais resté en France et que t'avais juste cherché à distance ou rêvé de ça, finalement, tu l'aurais pas forcément non plus trouvé, ou en tout cas, ça aurait été un chemin vraiment radicalement différent. Ouais. Et après, ça m'a ouvert des portes parce que j'ai rencontré des entrepreneurs aux États-Unis. Quand j'ai voulu créer ma première boîte, enfin en fait la deuxième, parce que la première, tu vois, je l'ai créée sans faire exprès. Ouais. Mais quand j'ai voulu créer Vine Jeans, en fait, j'ai pris un moment pour regarder autour de moi les entrepreneurs que j'avais et leur demander si je pouvais aller les aider pendant plusieurs semaines ou jours, tu vois. Okay. Ou pour certaines occasions, pour observer ce qu'ils faisaient, mais genre gratuitement, tu vois. Et donc, vu que j'étais entre Paris et New York, tu vois, j'ai pu accompagner un entrepreneur à lancer une boîte de scooters, enfin de trottinettes électriques. Ok. À Miami, tu vois. Incroyable. Le truc que genre j'aurais jamais fait si bien random par rapport à tout le reste que t'as fait, effectivement. Ouais, et après j'ai pu aider d'autres personnes à Paris, tu vois, à monter des projets voilà, de lancement de produits et tout. Et ça, c'est parce que ouais, j'étais ouverte à ça. Et donc je pense pas que le voyage ce soit le seul moyen, mais en tout cas ça y contribue. Après, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça sert pas non plus à grand chose de voyager pour voyager, se dire ok, je vais aller à tel endroit, mais en fait quand t'es là-bas, donc moi j'essaye de mélanger un peu les opportunités avec d'y aller avec un but, même si t'as pas la finalité, mais c'est comment c'est à peu près clair pour toi quand même pourquoi t'y vas, et après le reste on voit sur place, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, super. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je sais pas si tu veux partager quelque chose à la fin, si vous recrutez par exemple en ce moment, ou si tu as besoin de quelque chose pour My Data Machine. Moi, je suis toujours motivée je suis toujours prête à recruter des gens motivés, talentueux et qui sont passionnés. Donc, si vous correspondez à ce genre de profil, si vous écoutez jusqu'à la fin. Mais d'ailleurs, j'ouvre des postes parfois pour des gens que je trouve juste super, avec beaucoup de potentiel. Je me dis, ah ouais, bon, j'ai pas de poste ouvert, mais je vais l'ouvrir pour toi. Et d'ailleurs, je retourne un peu l'ascenseur, parce que moi aussi, c'était un peu comme ça. C'est comme ça que j'ai trouvé mes stages des fois, tu vois. Ah on cherche pas, mais pourquoi pas. T'as un projet intéressant, t'es passionné. Go. Ouais, c'est cool. Tu trouves toujours de la place pour des gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire des trucs. Ils vont toujours arriver à fitter un endroit où tu vas avoir besoin d'eux, quoi. C'est ça, exactement. Trop cool. On te contacte sur LinkedIn, principalement ou... Ouais, LinkedIn. Après, je suis aussi assez présente sur Instagram, même si c'est un peu plus ma vie perso. Enfin, perso. Genre, je mets des photos de vélo, voilà. mais ouais, Instagram, LinkedIn, principalement. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Céline, et à une prochaine. À bientôt, avec plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, aidez-nous en mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ou en mettant un petit commentaire. Et pour YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine dans Pixel Perfect.